Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog spécial Noël. Magie de Noël. Merci d'être éternel. Par toi, ma joie de vivre s'éveille. Car les jours ne se vivent plus pareils. Les lumières scintillent pour que les villes brillent. Les sapins s'embellissent pour que les enfants se ravissent. Je sens l'abondance de plaisir semer les graines du sourire. L'amour du partage se fait sentir sous les fêtes qui sont à venir. Noël au terrier de taupe de Kenneth Grahame. Ce conte est tiré d'un grand classique de la littérature de jeunesse, Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. L'arrivée des mulots qui viennent interpréter des chants de Noël est une jolie occasion de fête. C'est une vision chaleureuse des relations de bon voisinage qui conduisent à boire un verre ensemble, à partager un bon repas et même à faire une fête. Les personnages de Taupe et Rat font un peu penser à des Anglais du début du XXe siècle, amateurs de bière, de sardines en boîte et de saucissons. Le cœur des petits mulots frigorifiés semble ravi d'être pris en main, de pouvoir se réchauffer et de bien s'amuser. Quelle ravissante petite maison! S'exclama Rat, enthousiasmé. Tout est si bien organisé, chaque chose est à sa place. Nous allons passer ici une très agréable soirée. Commençons par allumer un bon feu. Je m'en occupe, je me débrouillerai pour trouver ce qu'il faut. Je vais chercher du bois et du charbon. Ici, c'est le salon. Magnifique. C'est toi qui as eu l'idée de creuser ces petites couchettes dans le mur? Fantastique. Toi, Taupe, prends un chiffon dans le tiroir de la table de la cuisine et occupe-toi de la poussière. Allez, dépêche-toi. Stimulé par son compagnon dynamique, Taupe se mit à enlever la poussière et à tout astiquer avec ardeur. Rat, de son côté, allait et venait pour alimenter le feu qui bientôt crépita joyeusement dans la cheminée. Il avait à Taupe à venir se réchauffer près du feu. Mais Taupe avait un nouvel accès de tristesse. Il s'était laissé tomber sur un lit, le visage enfoui dans son chiffon à poussière. « Rat, gémit-il, que vas-tu manger, pauvre animal transi, affamé, épuisé? Je n'ai pas la moindre miette de pain à te donner. » « Ne sois pas aussi pessimiste, dira sur un ton de reproche. Je suis sûre d'avoir vu un ouvre-boîte sur le buffet de la cuisine. S'il y a un ouvre-boîte, c'est qu'il y a des boîtes de conserve. Allez, courage, on va trouver ces provisions. » Ils cherchèrent dans tous les placards, retournant le moindre tiroir. Le butin ne fut pas catastrophique. Une boîte de sardines, une boîte de biscuits presque pleine et un saucisson bien enveloppé dans du papier d'argent. « C'est un vrai festin, observa Rat en mettant la table. Je connais des animaux qui paieraient cher pour partager notre souper ce soir. » « Il n'y a pas de pain, se lamenta Taupe. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas non plus. Il n'y a ni foie gras ni champagne, renchérit Rat, moqueur. Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette petite porte au fond du couloir? Mais oui, bien sûr, elle mène à la cave. Quel luxe cette maison. Attends une seconde. Il se dirigea vers la porte de la cave et réapparut rapidement, un peu poussiéreux, mais tenant une bouteille de bière dans chaque patte et une autre sous chaque bras. « Taupe, tu aimes les bonnes choses. Tu ne te refuses rien à ce que je vois. Quelle excellente maison! Où as-tu trouvé ces belles gravures? Elles décorent agréablement la pièce, on se sent chez soi. Je comprends que tu sois attaché à ton logis. Parle-moi de ta maison. Dis-moi comment tu as fait pour la rendre aussi accueillante. » Pendant que Rat disposait les assiettes, les couteaux et les fourchettes, Taupe, pas tout à fait remis de ses récentes émotions, se mit à raconter. D'abord timidement, puis avec de plus en plus d'aisance. Il dit comment il avait conçu les plans de cette partie, comment il avait aménagé telle autre, comment il avait hérité une autre d'une tante, acquis une autre en faisant une bonne affaire et acheté une dernière en se privant un peu. Quand il eut complètement recouvré ses esprits, il eut envie de parcourir et de contempler ses possessions. Il prit une lampe et fit faire le tour du propriétaire à son visiteur, ne négligeant aucun détail et oubliant complètement ce repas dont ils avaient tellement besoin tous les deux. Rat était affamé, mais il le cachait bien.
approuvant d'un signe de tête, examinant tout en fronçant les sourcils et s'exclamant de temps en temps « magnifique » ou « remarquable ». Finalement, Rat réussit à ramener Taupe vers la table. Ils commençaient à peine à ouvrir la boîte de sardines quand ils entendirent du bruit dans la cour. Des sons évoquant des petits pieds foulant le gravier et un murmure confus de voix frêles dont ils parvenaient à saisir des bribes de phrases. Maintenant, tous en ligne. Soulève un peu la lanterne, Tommy. Raclez-vous la gorge avant de commencer. Quand j'aurai dit 1, 2, 3, plus personne ne tousse. Où est le jeune Bill? Allons, dépêche-toi, nous t'attendons. Que se passe-t-il? Demanda Rat, interrompant son geste. Je pense qu'il s'agit des mulots, répondit Taupe avec une certaine fierté. À cette époque de l'année, ils passent dans les maisons et chantent des chants de Noël. C'est quasiment devenu une institution. En général, ils finissent leur tournée par mon terrier. Je leur donne des boissons chaudes et parfois un petit souper quand il y a ce qu'il faut. Les écouter va me rappeler le bon vieux temps. « Allons jeter un coup d'œil !» s'écria Rat en se précipitant vers la porte. En ouvrant la porte, ils découvrirent à l'extérieur un joli spectacle bien de saison. Dans la cour éclairée par la faible lueur d'une lanterne, 8 à 10 petits mulots se tenaient en cercle, le cou emmitouflé dans des écharpes rouges, les pattes de devant bien au chaud dans leurs poches, tapant du pied pour se réchauffer. Ils se lançaient de timides coups d'œil avec leurs petits yeux brillants. Ils se souriaient, reniflaient, se serraient les uns contre les autres. Au moment où la porte s'ouvrit, l'un des plus vieux, celui qui portait la lanterne, était en train de dire « Et maintenant, 1, 2, 3 ». Aussitôt, le son de petites voix perçantes s'éleva dans l'air. Les mulots chantaient de vieux chants de Noël, composés par leurs aïeux dans les champs durcis par le gel, ou bien au coin de la cheminée où la neige les contraignait à rester. Il les leur avait transmis pour qu'ils les chantent dans la rue devant les fenêtres illuminées par les décorations de Noël. Les voix se turent. Les chanteurs intimidés, mais souriants, échangeaient des regards. Le silence s'installa, mais cela ne dura pas. En effet, par le tunnel où ils s'étaient glissés peu de temps avant pour entrer dans le terrier, leur parvenait le son lointain de cloches carillonnant joyeusement. « Petits, vous avez très bien chanté », les félicita chaleureusement Rat. « Entrez, venez vous réchauffer près du feu et boire quelque chose de chaud. »« Oui, entrez, petit mulot », s'empressa d'ajouter Taupe, « comme au bon vieux temps. Fermez la porte derrière vous et approchez ce banc du feu. Attendez juste une minute le temps que... Mon Dieu, Rat !» En prononçant ces mots, il se laissa tomber sur une chaise désespérée, les larmes aux yeux. « Qu'allons-nous faire? Nous n'avons rien à leur offrir. »« Laisse-moi faire, » dit Rat avec autorité. « Hé, toi qui portes la lanterne, viens ici, je veux te parler. Dis-moi, y a-t-il encore des magasins ouverts à cette heure de la nuit? »« Sûrement, monsieur, » répondit respectueusement le mulot. « À cette époque de l'année, les magasins restent ouverts très tard. »« Alors écoute, dit Rat, prends ta lanterne et va chercher... » La conversation se poursuivit à voix basse. Taupe se saisissait seulement de bribes. « Frais, mais fais attention. Une livre devrait suffire. Essaie de trouver la marque Bukin, je n'en veux pas d'autre. Prends la meilleure qualité. Si on n'a pas là, essaye ailleurs. Fais maison, bien sûr. Je ne veux pas de conserve. De toute façon, fais pour le mieux. » Pour finir, on entendit tinter des pièces de monnaie qui passaient d'une patte à l'autre. Le mulot prit un grand panier et partit en vitesse, éclairé par sa lanterne. Les autres mulots étaient assis en rang d'oignons sur le banc, leurs petites jambes se balançant dans le vide. Ils s'abandonnaient avec joie à la chaleur du feu, leurs engelures commençant à les picoter. N'ayant pas réussi à entamer une conversation avec eux, Taupe se contentait de leur poser des questions sur leur famille, leur demandant le nom de leurs nombreux frères et sœurs qui n'avaient pas eu l'autorisation de se joindre à eux cette année parce qu'ils étaient encore trop jeunes, mais qui étaient impatients de chanter eux aussi. Pendant ce temps, Rat examinait l'étiquette de l'une des bouteilles de bière. « Mais c'est de la Holberton !» s'exclama-t-il avec satisfaction. « C'est parfait ! Taupe pour préparer de la bière chaude aux épices. Prépare ce qu'il faut pendant que je débouche les bouteilles. » Les mélanges furent rapidement préparés, versés dans une chope en étain et placés près de la cheminée. Les mulots en burent à petites gorgées, ce qui les fit tousser et s'étrangler. « C'est très fort, la bière chaude aux épices !» Ils riaient aux larmes, ayant complètement oublié que peu de temps auparavant, ils étaient tout transis.
Ils savent aussi jouer la comédie, expliqua Taupe à Rat. Ils écrivent des pièces et les jouent ensuite. Ils font ça très bien. Ils en ont interprété une excellente l'an dernier. Il était question d'un mulot capturé en mer par des pirates et condamné à ramer sur une galère. Il réussit à s'échapper, mais lorsqu'il rentra chez lui, sa bien-aimée était rentrée au couvent. « Hé, toi, tu jouais dans cette pièce, il me semble, fais-nous plaisir, viens en jouer un passage. » Le mulot désigné se leva, se trémoussant timidement. Il parcourut la pièce du regard, mais il n'arrivait pas à sortir un mot. Ses camarades l'encourageaient. Taupe essayait de le rassurer, de le cajoler. Rat alla même jusqu'à le prendre par les épaules et à le secouer, mais son trac était le plus fort. Ils s'occupaient tous de lui avec le zèle des secouristes, essayant de ranimer un noyé lorsque la porte s'ouvrit pour laisser passer le mulot porteur de lanterne. Il ployait sous le poids de son panier. Lorsque les provisions contenues dans le panier furent mises sur la table, il ne fut plus question de spectacle. Rat organisa les tâches, chacun avait quelque chose à faire ou à aller chercher. En quelques minutes, le repas fut prêt et Taupe s'assit en bout de table pour le présider. Il voyait, comme dans un rêve, une table qui était peu de temps auparavant complètement vide, maintenant couverte de victuailles appétissantes. Ses petits amis attaquèrent le repas sans attendre, le visage illuminé de joie. Lui-même, passablement affamé, se mit à manger cette nourriture arrivée comme par magie. Il trouvait que son retour à la maison se passait vraiment très bien. Tout en mangeant, tous se mirent à parler du bon vieux temps. Les mulots lui racontèrent les derniers potins et répondirent du mieux qu'ils purent aux nombreuses questions qu'il leur posait. Rat parlait peu, mais il veillait à ce que les convives aient tout ce qu'ils voulaient à profusion. Il était également attentif à ce que Taupe n'ait aucun souci ni aucune inquiétude. Puis, les mulots partirent en faisant grand bruit, en remerciant et en souhaitant un joyeux Noël à leurs hôtes. Leurs poches étaient pleines de menus cadeaux qu'ils rapportaient en souvenir à leurs petits frères et sœurs restés à la maison. Quand la porte fut refermée sur leurs derniers visiteurs et que la lueur des lanternes fut éteinte, Taupe et Rat ranimèrent le feu, tirèrent leurs chaises vers la cheminée. Ils se préparèrent un dernier verre de bière chaude aux épices qu'ils burent en se rappelant les événements de ces longues journées. Accompagnant ces paroles d'un énorme bâillement, Rat dit « Taupe, vieux camarade, je tombe de sommeil, je dors quasiment debout. Si ce lit est le tien, je prends l'autre. Cette petite maison est vraiment agréable, tout y est pratique. » Il grimpa dans son lit et se glissa soigneusement sous les couvertures. Il s'endormit aussitôt et dormit comme un loir tout rat qu'il était. Épuisé, Taupe fut également content de se mettre au lit. Il enfonça sa tête dans l'oreiller et s'endormit joyeux et satisfait. Et cette histoire m'a appelé vers un oracle à vous montrer. Je me suis dit que s'il y avait bien un oracle qui pouvait évoquer cette histoire, même si on ne va pas y trouver une taupe et un rat, c'est bien le Magic Cottage de Phil et Jackie Lovesey. Et donc, on va regarder les cartes de ce magnifique jeu, qui n'est pas un jeu de Noël, hein, mais qui peut quand même rappeler cette histoire. Donc, voici le dos déjà. Et voici les cartes. Et je pense que, effectivement, même si ici on y trouve plutôt un lièvre, je ne pense pas me souvenir qu'il y ait ni de taupe ni de rat. Je pense quand même que, par contre, l'ambiance de cette petite maison et de ce cottage sont assez semblables. En tout cas, moi, ça m'a vraiment rappelé quand je me suis dit, tiens, je vais choisir de lire cette histoire pour plusieurs raisons, parce que je la trouvais très, très chouette pour Noël, puis pas trop longue, parce qu'il y a des histoires qui sont quand même très longues dans les livres que j'ai. Je me suis dit, tiens,
pour l'accompagner, je prendrai ce jeu du Magic Cottage. Voilà pour cette séquence de cette histoire de Noël. Et je vous propose de tirer 2 cartes de cette petite boîte donc qui contient des petits contes de Noël. Ce n'est évidemment pas un oracle, mais ce sont des cartes. Donc on peut très bien en tirer une en fait et aller chercher le petit conte pour le lire. Le petit conte qui se trouve au dos. Et je vais en profiter pour vous mettre la petite musique. Et pendant ce temps, je vais tirer une des cartes. Et comme ça, on va en tirer une. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et voilà, donc la carte avec le joli sapin tout décoré. L'arbre de Noël, d'après Charles Dickens. J'ai passé la soirée en compagnie d'enfants ravis autour de l'arbre de Noël. À cet arbre merveilleusement illuminé étaient accrochés toutes sortes de fruits étincelants. Des poupées aux joues roses, une dînette de fées, des petits soldats. À présent, me voici seule éveillée dans la maison endormie, laissant la rêverie me ramener à mes premières années. Je revois le petit acrobate qui me faisait rire et m'inquiétait à la fois, les figurines d'animaux pour lesquelles je construisis une arche de Noé et un service à thé miniature en bois qui donnait au breuvage un délicieux goût d'allumettes. Il y eut des jouets sur mon arbre de Noël et puis des livres, des alphabets, où les A étaient des archers ou des anges, l'Y un yesh et le Z un zèbre, et de nombreux héros de contes et de romans qui ont enchanté mon existence. Ce soir, l'étoile qui brille au-dessus de la crèche éclaire doucement les rameaux de mon arbre riche en souvenirs. Son éclat anime le regard des êtres animés et fait battre mon cœur d'enfant. Puisse Noël nous faire entendre toujours ce chant de la crèche qui dit aux hommes de croire et d'espérer. Donc voilà pour le premier petit conte. Alors je vais remettre la petite musique et on va en choisir un deuxième. Et je vais prendre celle-ci. Il n'y en a qu'une. Et donc, voici la deuxième carte dont on va lire le petit conte. C'est le premier Noël, tradition chrétienne. Il y a un peu plus de 2000 ans, l'Empire romain s'étendait jusqu'en Palestine, où Marie et Joseph habitaient. L'empereur Auguste ordonna en ce temps-là de recenser toute la population. Joseph partit donc se faire inscrire à Bethléem en Judée, d'où sa famille était originaire. Son épouse Marie, qui était enceinte, l'accompagnait. Comme il n'y avait plus de place à l'auberge, ils logèrent dans une étable où Marie mit au monde son fils premier-né. Aux environs, des bergers qui gardaient leurs troupeaux virent une grande lumière. Puis un ange de Dieu leur apparut. « N'ayez pas peur, dit-il, je vous annonce une bonne nouvelle, source de joie. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, c'est le Messie, le Fils de Dieu. Vous le trouverez emmailloté et couché dans une mangeoire. » Une foule d'anges se mit aussitôt à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les bergers trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche, comme l'ange l'avait annoncé. Ils en furent très heureux et répandirent à leur tour la bonne nouvelle. L'enfant reçut le nom de Jésus, qui signifie « Dieu sauve ». Et même
pour ceux qui ne seraient pas de confession chrétienne, cette histoire est celle de Noël, celle de notre Noël, ici en tout cas, dans la tradition européenne. Et si cette naissance de Jésus vous dérange, on sait qu'historiquement, il n'est probablement pas né le 25 décembre, très clairement. Tout ça est symbolique et en réalité, si Noël est placé le 25 décembre, c'est bien pour se rapprocher des fêtes païennes qui existaient bien avant cette fête chrétienne de Noël. Bien sûr, aux environs du solstice d'été, la fête de Yule. Et on peut voir vraiment un grand symbolisme dans cette histoire qui est en fait la renaissance de la lumière. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, le message de Jésus, hors de tout dogme religieux qui a pu être établi par la suite et non pas par Jésus, il faut quand même très fort différencier tous les dogmes de l'Église et les paroles de Jésus qui, de plus, sont à replacer dans leur contexte historique. Je pense que ce message est effectivement un message de paix, un message de joie, un message d'amour et un message de lumière dont on fête le renouveau en ce jour de Noël. Et je vous propose de tirer une carte de ce très beau jeu qui s'appelle Les Contes de l'âme du monde, qui a été écrit, conçu par Frédéric Lenoir, qu'on connaît bien, je pense que vous connaissez. Moi, en tout cas, j'ai lu plusieurs de ses livres et je l'apprécie beaucoup. J'apprécie sa façon de voir la vie et qui a été illustré par Laure Philippon, qui n'est pas vraiment un oracle, mais comme c'est écrit sur le coffret, ce sont 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants, mais je vous promets que ça parle quand même très bien aux adultes, même si on ne les partage pas avec les enfants. On a donc 22 cartes. On va en tirer une. Et chaque carte, en fait, correspond à une histoire. Vous allez voir que les illustrations sont magnifiques. C'est un petit coffret, je pense, qui est toujours disponible, qui n'est pas très très cher. Il est à 23,90 €, 23,90 €. Donc, bien sûr, il ne contient que 22 cartes, mais vous avez ce très beau livre avec les contes dedans. Donc, je trouve que pour le contenu, c'est un prix correct. Je ne sais pas, après, ça fait déjà un moment que je l'ai. Je ne sais pas s'il a augmenté ou pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas allée voir. Donc, on va se prendre une petite carte. Donc, ce n'est pas sur le thème de Noël, hein, mais ce sont des contes. Et donc, je trouve que Noël est la période des contes. Et donc, nous avons ici le 3. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans une ambiance de Noël. Oui, on voit bien la carte si je la mets là. Et donc, nous allons aller voir le 3. Voilà. Eh bien, ça colle pas mal avec Noël quand même, puisque c'est prends le temps de savourer la vie. Écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. « Pourquoi faire ?» répond le pêcheur. « Pour gagner de l'argent. »« Pourquoi faire ?»« Pour habiter une belle maison. Et puis après, avoir une grande famille. Et après, développer ton commerce avec tes enfants. Et après, tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer.
C'est déjà ce que je fais. Est-ce que tu équilibres bien ton temps entre des activités utiles et des activités de plaisir et de détente? Ce petit conte africain nous dit que le bonheur réside en grande partie dans le fait de savoir prendre le temps de vivre et de savourer les petits plaisirs du quotidien. Bien souvent, nous faisons tellement d'efforts pour réussir dans la vie et pour avoir toujours plus de biens matériels que nous en oublions de nous détendre, de regarder la beauté de la nature, de prendre du temps avec nos proches, de voir nos amis. Il est important pour que tu sois heureux, à la fois de construire ton avenir en travaillant et en faisant des efforts pour progresser, mais aussi de savoir te détendre et prendre du plaisir pour profiter de la vie dans le moment présent. N'attends pas d'avoir atteint tous tes objectifs, avoir un bon métier, une famille, de la reconnaissance sociale, etc. pour savourer la vie et en tirer de la satisfaction. Et je vous propose d'en tirer une deuxième. Je m'étais dit que j'en ferais une, mais je pense que une deuxième sera pas mal. Alors, voilà, on va prendre celle-ci. Donc la numéro 9. Alors, la numéro 9. Numéro 9. Voilà. Le bonheur est en toi. Un vieil homme est assis à l'entrée d'une ville. Un étranger s'approche et lui demande « Je ne suis jamais venu dans cette cité. Comment sont les gens qui vivent ici ?» Ah oui, j'aime bien cette histoire. Je la connais, je la racontais toujours à ma fille quand elle était petite. Le vieil homme lui répond par une question. « Comment étaient les habitants de la ville d'où tu viens ?»« Égoïste et méchant, c'est la raison pour laquelle je suis parti, » dit l'étranger. Le vieil homme répond. « Tu les trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un autre étranger s'approche et demande au vieil homme. « Je viens d'arriver, dis-moi comment sont les gens qui vivent dans cette ville. » Le vieil homme répond. « Dis-moi, mon ami, comment étaient les gens dans la cité d'où tu viens ?»« Ils étaient bons et accueillants, j'y avais de nombreux amis, j'ai eu de la peine à les quitter. »« Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. » Comment le vieillard peut-il donner deux réponses opposées à la même question? Parce que chacun porte son univers dans son cœur. Deux frères, deux amis, deux époux ne verront jamais le monde de manière identique, même s'ils partagent le même quotidien. Attends-tu que le bonheur vienne des événements extérieurs ou penses-tu qu'il dépend surtout de toi et de tes choix? Comme le dit ce sage à la fin du conte, chacun porte son univers dans son cœur. C'est-à-dire que notre bonheur ou notre malheur ne dépend pas tant des événements extérieurs que du regard que nous portons sur le monde. Ainsi, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et l'une peut être heureuse parce qu'elle regarde positivement les choses et l'autre malheureuse parce qu'elle les regarde négativement. C'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ainsi, tu comprendras que tu es en grande partie responsable de ton bonheur ou de ton malheur, selon la manière dont tu décideras de regarder les choses et les choix que tu feras face aux événements extérieurs que tu ne peux pas toujours maîtriser. Voilà. Donc, pour ces deux histoires des contes de l'âme du monde. Et un autre jeu, un oracle cette fois, puisqu'il s'appelle l'oracle des bardes, qui nous propose également des mythes et des légendes de nos ancêtres, qui a été créé par Marie-Noël Anderson et illustré par Célia Mélesville. Et donc, je vous propose de faire la même chose et de tirer également une carte de cet oracle et de lire le conte qui est associé. Puisque les contes sont quand même quelque chose qui nous rappelle, en tout cas moi qui me rappelle Noël. Maintenant, effectivement, ce ne sont pas des contes de Noël, hein, par contre. Donc on va tirer une carte et on va aller voir ce que ça peut nous raconter, ce que ça peut nous donner comme message. Et puis surtout, vers quelle histoire, vers quel mythe, vers quelle légende ça va nous diriger. Voilà, allez, on va prendre celle-ci. Hop, le bouvier
Micocoulier. On va aller voir ça tout de suite. C'est la 30. Alors, la 30. Le voilà. Un triste jour du mois de septembre, un bon père de famille quitta ce monde en laissant 2 héritiers, ses fils. L'un d'eux n'avait qu'un souci dans la vie, posséder le plus possible de richesses. Il était sans cesse à la recherche d'une stratégie, même douteuse, pour se remplir les poches encore davantage. Aveuglé par l'appât du gain, il alla jusqu'à chasser son frère à la mort de leur père afin de garder tout l'héritage pour lui. Artorix, l'autre frère, ne reçut que 2 bœufs. Très différent de son frère, il s'en contenta et décida de faire confiance à la vie et à son destin. Il prépara son baluchon et quitta la demeure paternelle pour partir à la recherche de terres plus aimables. En chemin, il eut la grande chance de faire la connaissance d'Ésus, le dieu bûcheron. Ésus avait le pouvoir de lire dans le cœur des humains et de percevoir leurs désirs, même inconscients. Il avait aussi la capacité d'exaucer ses désirs. Cette rencontre fut-elle vraiment le fruit du hasard? Le bûcheron et le frère errant se mirent à bavarder. Artorix se sentit tellement en confiance auprès du bûcheron qu'il lui raconta toute l'histoire de sa vie. Ésus l'écouta patiemment. À la fin du récit, il se leva et se dirigea vers le plus beau micocoulier de la forêt. Il l'abattit avec tout le respect dû à l'arbre et en fit une charrue. Ce fut la première charrue de l'histoire des hommes. Par la même occasion, Artorix devint le premier agriculteur de l'humanité. Émerveillé et au comble du bonheur d'avoir reçu un cadeau si précieux, il se mit aussitôt au travail. Tout d'abord, il attela ses bœufs à la charrue d'Ésus, puis il laboura le champ qui se trouvait à la lisière de la forêt. Il y sema ensuite des graines qui, une fois arrivées à maturité, ressemblaient beaucoup à l'épeautre actuel, l'ancêtre de nos céréales. Tandis que le frère avare était encore en train de compter ses sous, Artorix était devenu un précurseur dans le domaine de l'agriculture. Grâce à lui, les humains mangèrent à leur faim pendant très longtemps. Ce qu'il advint par la suite est une autre histoire. Et je vous propose de tirer une deuxième carte de cet oracle pour avoir une deuxième petite histoire. À lire, à écouter. Alors, on va prendre celle-ci. Le dauphin avec le mélèze. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Je pense qu'on la verra. Et celle-ci, on la verra bien. Et donc, c'est la 36. Alors, Dagda était un dieu volage. Personne ne songera à contester cette affirmation. Mais Lyre, le dieu des océans, n'était pas mal non plus. Plus discret que son frère, il laissait rarement passer une bonne occasion. Si nécessaire, il était même tout à fait prêt à la créer. En cette période de frimas hivernaux, il était amoureux d'Icoranda, la déesse des sources. Celle-ci refusait catégoriquement d'entrer en matière. Indépendante, bien dans sa peau, elle souhaitait qu'on la laisse tranquille. Exaspérée par le harcèlement de Lyre, qui avait perdu tout sens de la mesure bienséante, elle partit se réfugier dans une source qu'elle affectionnait tout particulièrement. Elle était située entre le monde visible et le monde souterrain, et serait sans aucun doute une cachette parfaite. Entre-temps, Lyre était entrée dans une agitation effrayante. Il sillonnait le royaume sans répit à la recherche d'Icoranda jour et nuit. Obsédé par la jeune déesse, il était incapable de vaquer à ses occupations habituelles. Un jour, il rencontra le dauphin, un de ses sujets. « Mais que se passe-t-il donc, grand Lyre? Vous n'avez pas l'air bien » s'exclama ce dernier. Et Lyre de lui raconter sa mésaventure, soulagé de pouvoir enfin confier sa peine à quelqu'un. Il se trouve que le dauphin connaissait la cachette d'Icoranda. Ému par le désarroi du dieu Lyre, il lui proposa d'aller chanter à sa place au bord de la source. Dans sa langue mélodieuse, il essaierait de convaincre la déesse d'accepter la demande en mariage du dieu des océans.
Lyre, éperdument reconnaissant, accepta immédiatement. Le dauphin s'approcha d'Icoranda. Avec une voix de sirène, il lui raconta le désespoir amoureux de Lyre, sa passion sincère et son amour éperdu. Le récit du dauphin était si touchant qu'il ne lui fallut pas très longtemps pour s'émouvoir. Elle accepta d'épouser son prétendant à la plus grande joie de celui-ci. Et voilà pour ces deux petites histoires de l'oracle des bardes. Mois de Noël, qui réveille mes joies et mes envies, tu ravives la flamme des souvenirs et me donnes envie de sourire. Magie de cet instant, éveille en moi les sens, alors je vis ce moment, celui-ci puissant d'être dans le présent. Je suis la magie de l'instant qui fait rayonner mon présent, ni avant ni après. Je suis ce moment. Je regarde et observe simplement. Je suis maintenant hors du temps. Je vide ma tête de toutes les pensées du passé qui dans mon esprit se sont enlacées. Je vide ma tête de toutes angoisses futures qui au fur et à mesure montent à l'usure. Tout cela n'existe plus. Je suis libre d'accueillir l'abondance des possibles, car je vis sans pollution psychique. Je suis moi, maintenant. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Un Noël très lumineux, un Noël chaleureux, un Noël heureux. Peu importe comment vous le vivez, je pense qu'il y a moyen de trouver la magie de Noël. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, vous avez quand même décidé de continuer à vous intéresser à cette fête, parce qu'on peut très bien aussi ne plus du tout vouloir la célébrer. Je n'ai pas du tout de souci avec ça. Moi, je trouve que c'est l'occasion. C'est une période que j'aime beaucoup au niveau de la nature. Il n'y aurait même plus tout ce faste de Noël. On abandonnerait totalement cette célébration de Noël, comme on la connaît. Que ce serait quand même une période de l'année qui aurait une grande importance pour moi. Dans le sens où, ça y est, les jours commencent à rallonger. Et c'est important pour moi qui aime tant la lumière, qui aime tant les saisons du printemps et de l'été surtout, là où les journées sont les plus longues, moi qui aime tant le soleil, qui ai besoin du soleil, de la lumière. C'est une période importante pour moi parce que je ressens très fortement en moi, dans mon énergie et dans l'énergie ambiante, le fait qu'effectivement les jours commencent à rallonger tout doucement, certes, mais on le sent. Ce frémissement des jours qui rallongent et aussi cette lumière du soleil quelque part qui change. Elle n'est plus la même. On sent que ça y est, on est passé de l'autre côté du cycle. Hein, on a basculé dans le cycle du rallongement. Je trouve que ça se voit. Je ne sais pas si tout le monde le perçoit comme ça, mais moi, depuis toujours, je dis toujours, mais la lumière n'est plus la même. Et c'est vraiment une période de l'année que j'aime beaucoup à cause de ce changement de lumière qui me dit, ça y est, on y va. On retourne vers le printemps, on retourne vers l'été. Et c'est vraiment une période que j'apprécie énormément grâce à ça. Donc voilà,
N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter. Je vais prendre le temps, dès que j'aurai un moment à moi, pour répondre à vos commentaires, c'est promis. Je les lis et je vais vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez de très belles fêtes.